Bonjour à toutes et à tous, ce matin nous allons en avoir plein les yeux grâce au spectacle immersif de la compagnie Elixir que vous représentez Sylvain. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur, directeur artistique de cette compagnie qui mêle poésie visuelle et innovation dans des mises en scène qui sont audacieuses et surprenantes avec du théâtre, du cirque mais aussi de la danse qui ne font qu'un. Il n'y a pas de doute, c'est votre Elixir ce matin qui va nous faire du bien. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous ce matin sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Vous êtes directeur artistique de la compagnie donc Elixir, qui est implantée à Creusilly-le-Vieux, c'est dans l'Allier, compagnie de théâtre urbain que vous avez fondée en 1997 et qui offre des spectacles, on va le voir tout au long de cette émission, pluridisciplinaires. Vous avez grandi et fait vos études justement dans le département de l'Allier, entre Moulins, Montluçon et Yzeure, et c'est durant votre enfance, adolescence que le spectacle viendra à vous, notamment parce que vous étiez musicien. Ouais, c'est ça. En fait, c'est en faisant des concerts, au bout d'un moment, que je prends conscience qu'en fait, tiens, mais en fait, on peut en faire un métier. Et bon, je le conscientisais pas spécialement, mais voilà, à force d'en faire, je me suis dit, tiens, je peux peut-être en faire un métier. Puis après, au départ, c'est la musique, et puis après, viendront les temps des arts de la rue, quoi. Voilà. Et quand avez-vous fait vos débuts justement dans le spectacle vivant ? Alors, je sais pas, mais mes premiers concerts, c'est peut-être 87, 8, 9, par là. Puis je dirais un peu plus sérieusement à partir de 90, 91. Voilà. Et après, je fais beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que je fais des concerts. Je travaille aussi comme technicien avec les copains musiciens aussi. On va pousser les caisses pour d'autres artistes. Parce que, bon, au départ, on n'est pas connus non plus. Donc voilà, il faut manger, quoi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le spectacle de rue ? Ah, le spectacle de rue, ça, c'est aussi peut-être en regardant les grands frères, en regardant les autres quand même. Parce que à ce moment-là, bon, moi, je suis d'une culture, on va dire, punk rock, voilà. Et à ce moment-là, il y avait des gens comme la Mano Negra, il y avait des gens comme le Royal de Luxe, une grande compagnie qui existe voilà, encore aujourd'hui. Hein. Voilà. Et je me rappelle que, je ne sais plus, est-ce que c'est 92, je crois, il y a cette opération Cargo en Amérique du Sud où ils partent voilà, faire des spectacles complètement dingues, des spectacles de rue. Notamment, ils recréent une rue à l'intérieur d'un cargo, un projet faramineux. Et ils proposent l'histoire de France comme ça, revue et revisitée selon leur jeunesse à eux, ce qu'ils avaient envie de dire aujourd'hui. C'était quoi être français à ce moment-là, et puis de le dire aux Américains du Sud, voilà. Et vous avez eu envie un peu de faire la même chose, en quelque sorte. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh, c'est fabuleux de rencontrer les spectateurs, non pas sur une scène comme ça, d'un point de vue frontal, le rapport le plus connu, celui du théâtre peut-être, mais plutôt en latéral. Là, partout. Et de tous les côtés. Ouais, évidemment. c'est ça. Ça, c'est dingue. Elixir est né en 1997 avec l'aide de 3 camarades, Catherine Soulignac, Rémi Bontemps et Michel Elie, qui est notamment aujourd'hui le régisseur lumière à l'Opéra de Vichy. Ouais. Quel est l'esprit que vous avez voulu donner tout de suite à cette compagnie ? C'était rien que le mot élixir. Ça tient en fait d'un... Chacun... On est un ingrédient, finalement. Un élixir, c'est quoi ? C'est finalement un antipoison. Et que les bons ingrédients d'une belle société, c'est chacun d'entre nous. Et en fait, voilà, l'idée, c'est de sortir le meilleur de nous-mêmes, de chacun, que vous soyez jongleur, comédien, musicien, circassien, peintre, graphiste, vous avez sculpteur. développé toutes ces disciplines au sein de la compagnie. Ouais, c'est ça. Mais... Parce que dans ces milieux-là, à ce moment-là, il y avait beaucoup de transversalité. On n'était pas uniquement dans le rail de la danse, de la musique, de la vidéo, du cinéma. Voilà. J'étais dans un milieu qui, à ce moment-là, était très remuant et avait envie de beaucoup de
de recherche, de nouveautés aussi, puis de recherche d'expérience et puis de transversalité. C'était vraiment ça. Le côté, ce que vous disiez au début de l'émission, pluridisciplinaire. Ça m'a parlé, quoi. Et aujourd'hui, donc, vous avez chaque année environ 60 artistes, donc 15 permanents. Comment vous imaginez vos spectacles avec autant d'artistes et parfois des artistes qui rejoignent la compagnie, qui ne sont pas en permanence au cœur de cette dernière? En fait, il se trouve qu'on est quelque part, on est de plus en plus nombreux parce que ça finit par former presque pas un clan, mais une façon de faire, comme un studio, je sais pas, avec nos spécificités. On a notre façon de faire un petit peu. Donc tous ces artistes, au fur et à mesure, qui incrémentent nos rangs, et ils prennent nos habitudes. C'est-à-dire qu'on est très rapide, on a besoin d'être très épidermique avec tout ce qui se passe, comme la musique. Ce qui m'a plu, moi, dans la musique, c'est le rapport instantané de la musique. La musique, tout de suite, procure une émotion instantanément. Et c'était le fait voilà, avec tous ces artistes très, très différents, de ne pas tout conscientiser, de ne pas tout analyser, juste de vivre ces expériences-là. Et vous avez vécu des expériences extraordinaires, notamment pour les 25 ans. On va voir quelques images justement de ce 25e anniversaire qui a eu lieu en 2022 dans le théâtre de Verdure à Vichy, avec le public évidemment qui était au rendez-vous parce que après 25 années, vous avez quand même réussi à fédérer un socle de spectateurs fidèles. Ouais. C'est même fou, je vais vous dire, parce que on est une compagnie des arts de la rue, donc on n'est pas destiné à avoir un renom, à faire rayonner notre nom. On n'a jamais pensé notre métier comme ça. Notre métier, il est simple, il est celui d'abord de divertir. D'abord, en premier, divertir. C'est le sens de notre mission. Il n'y a rien d'autre avant ça, divertir. Après, on dit des choses, on raconte, on peint, on montre des couleurs, bon voilà. Mais l'idée, c'était vraiment ça, c'était divertir. Et en fait, on s'est aperçu que cette bonhomie, les gens l'ont adorée. Notre façon d'entrevoir le contact avec le public aussi. Parce qu'on parle souvent avec le public, même après le spectacle, on a envie de le rencontrer. On n'a pas envie que de lui dire, voilà, on vient sur scène vous faire quelque chose et on s'en va. Non, il y a vraiment cette idée de rencontrer les gens et les lieux. D'où aussi l'itinérance du théâtre de rue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de jouer une même œuvre pareille dans une autre même salle. Ce qui m'intéresse, c'est de l'inscrire dans des lieux à chaque fois complètement différents. Et surtout à la tombée de la nuit, parce qu'il y a les lumières et la pyrotechnie qui sont très présents dans vos shows. Dragon Time en est la parfaite illustration, car vous utilisez la fibre optique pour les costumes et les accessoires que vous avez créés spécialement pour le parc Vulcania. On va aussi voir quelques images de ce spectacle Dragon Time. Que raconte ce dernier ? Dragon Time, on va dire, on se sert du dragon, du symbole mythologique, de la force du dragon, c'est force des 4 éléments, voilà, tout simplement, la terre, l'eau, l'air, le feu. Là, on est à Vulcania, on était à Vulcania, on nous fait cette commande. Bon, voilà, et c'était cette idée qu'aujourd'hui, ce qui est à promouvoir, c'est la force de vie. Je ne vois pas d'autre force à promouvoir. Donc, même en numérique, il y a le 0, il y a le 1, on sera l'étincelle, on sera le 1. Donc c'est ça le Dragon Time, c'est cette force de vie, cette idée que, quoi qu'il arrive, enthousiasmons-nous, vivons. Voilà, il faut... je suis résolument optimiste, même si, par ailleurs, par les temps qui courent, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'en fait, non, on n'a pas le choix, on doit être optimiste parce que, voilà, et c'est ces couleurs qui expriment Dragon Time, c'est toute cette gamme de couleurs dans des technologies un peu bizarres. Et depuis plus de 10 ans, parce que la première a eu lieu en 2013, c'est le spectacle le plus joué par votre compagnie. On va parler d'un autre spectacle. En 2023, vous avez revisité le thème de Peter Pan lors d'un spectacle qui était XXL, il faut quand même le souligner, à Saint-Palais-sur-Mer, c'est sur la côte atlantique, durant lequel le spectateur a été plongé vraiment dans un pays imaginaire de ce célèbre personnage, Peter Pan. On voit les images là. Pourquoi il était vraiment XXL ce spectacle ? De quelle manière en fait vous avez fait en sorte qu'il ait ces dimensions ? Douglas à Saint-Palais, donc c'est le directeur culturel, il m'a dit voilà, moi je veux un film d'aventure, un truc, je sais pas, Harry Potter, les Pirates des Caraïbes, ce que tu veux, mais un truc, c'est un film d'aventure, vas-y. Et bon, ok. Et alors du coup, on s'est dit Peter Pan c'est pas mal parce que il y a toujours un peu cette colère. En ce moment, il y a un peu le monde Greta Thunberg, là, d'une certaine jeunesse un peu impatiente de respirer, qui est pour moi un peu un monde vert-bleu, qui est le monde de Peter Pan, puis il y a un peu un monde de rouille,
qui est celui des adultes, donc ce monde de rouille du capitaine Haddock, qui est un peu l'ancien monde. Donc voilà, ça reste un spectacle, hein, on ne fait pas de politique en scène non plus. Il y a quand même certains messages quand même que vous faites passer. Ouais, il y a ce message qu'il faut... il faut laisser cette jeunesse faire ce qu'elle a à faire. Elle a des solutions. Les défis que vous avez relevés pour construire cette création qui est incroyable. À Saint-Palais-sur-Mer, il y a certes de la mer, mais là, en fait, notre problème, c'est qu'il fallait qu'on ait un bateau qui circule sur la route déjà. Donc déjà, on a transformé un poids lourd, on a transformé ce poids lourd en bateau. Là-dessus aussi, il nous fallait énormément de monde. Donc on a demandé à la population de Saint-Palais-sur-Mer de s'associer avec nous. Ce qui fait qu'on était de très, très, très nombreux artistes sur le plateau. Et qu'en fait, c'était pas l'aventure que de certains artistes, c'est devenu l'aventure d'une ville, le temps d'une petite semaine pour construire tout ça. Et c'était super, on s'est régalé. Et on va revenir à la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'année dernière, en 2024, vous avez, durant le festival Entre Rhône et Saône, joué Tornade sur un miroir d'eau sur les quais et sur le Rhône en tant que tel. Là aussi, c'est une prouesse quand on connaît le débit de ce fleuve. Oui, on n'est pas à proprement dit sur le fleuve. Alors que c'était super parce qu'au départ, en fait, on nous dit, voilà, vous allez jouer Tornade, festival entre Rhône et Saône. Donc déjà, nous, rien que le fait de jouer à Lyon, super content, quoi. Super content, centre-ville, tout, c'est cool. Et puis, lorsqu'on vient pour visiter les lieux, on voit cette lame d'eau là sur le quai de Rhône. Et puis on dit, mais en fait, non, on va pas jouer sur les côtés là où c'est sec. Non, on va dedans, on va dans l'eau. Et on ne pensait pas à faire ce truc-là. Mais quand vous dites lame d'eau, en fait, c'est un miroir d'eau posé là, par exemple, l'artiste sur est les juste berges. À l'extérieur, mais en fait, juste avant, il était dans l'eau, quoi. Les jongleurs, les échassiers étaient dans l'eau. Les artistes aussi aériens avaient des structures dans l'eau. Enfin, c'était... Qui donnait quand même l'illusion, finalement, que vous étiez sur le fleuve. Sur le fleuve, et puis en même temps, toujours pareil, quoi. Le miroir, c'est une image double. Donc on obtient assez facilement, comme ça, des images juste oniriques. Pleine soirée d'été, franchement, c'est top. C'était cool. Un beau moment, tout comme depuis 2021, vous vivez des moments extraordinaires, puisque vous animez les Nocturnes d'été au sommet du Puy-de-Dôme, avec votre spectacle Entre ciel et terre. Dans quelques instants, il y a Nicolas Tournebise, le directeur du Panoramique des Dômes, qui va nous rejoindre. Ce train électrique à crémaillère nous emmène à 1465 mètres d'altitude sur le Puy-de-Dôme pour nous offrir un point de vue remarquable, et notamment sur la chaîne des Puys, qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On parlera de cette belle collaboration dans quelques minutes. Avant cela, voici l'envers du décor. On va ouvrir votre journal intime. Très bien. Et le lieu que vous avez choisi tout simplement parce que vous aimez l'Auvergne, c'est le Puy-de-Dôme, le volcan à proprement parler. Pourquoi vous aimez ce puits par-dessus tout? Et parce qu'il y en a d'autres autour des volcans, évidemment. Alors, déjà, je l'aime par-dessus tout parce que, il faut vraiment qu'on comprenne tous que c'est la chaîne des 80 volcans d'Auvergne. Franchement, c'est exceptionnel dans le monde entier, quoi. C'est-à-dire, c'est pas que beau qu'en France, c'est aussi singulier et ça n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment singulier, quoi. C'est assez incroyable, ce qui confère à nos beaux fromages plein de diversité, de caractère, etc. Non, voilà, il y a quasiment toutes les formes de volcanisme présents. C'est super. Et puis, je vais vous dire, voilà, on voyage avec notre théâtre de rue, on voyage à peu près dans toute l'Europe et tout, et il n'y a pas, on revient chez nous parce que on voit. La France est formidable, les paysages sont incroyables et on va vraiment dans des endroits merveilleux. On a une chance incroyable de jouer dans de tellement beaux endroits, quoi. Mais il n'y a pas. Vous êtes content de revenir à la maison, en quelque sorte. Ce tellurisme, il y a au-dessus du volcan, vraiment au sommet du Puy-de-Dôme, il y a quelque chose qui s'y passe. Je ne sais pas vous le dire autrement. Il y a quelque chose qui s'y passe, quoi. Ce rendez-vous entre terre et ciel. Alors c'est un rendez-vous qui est devenu culturel maintenant. Mais n'en parlez pas trop, parce qu'on va en parler dans quelques instants avec Nicolas. Avant, j'aimerais qu'on revienne sur vos goûts musicaux. David Bowie, c'est la star pour vous, l'artiste qui est intemporel et que vous écoutez encore aujourd'hui très régulièrement. Que j'écouterai. C'est mon oncle qui m'a fait découvrir ça jeune. Je devrais peut-être avoir 12-13 ans, dans les premières fois où j'ai écouté. Et ça m'a touché pour tout, surtout.
les notes de musique, les mots. Vous utilisez certaines de ces chansons dans vos spectacles ou ça Jamais. n'est pas encore arrivé? Non, pardon, je dis des bêtises. J'ai utilisé une fois, mais pas sa voix, j'ose pas. C'était juste un petit gimmick musical comme ça. Mais non, je préfère pas, non. Je ne fais pas du David Bowie, je veux dire, c'est juste pour moi qu'une inspiration. Mais elle est celle de quelqu'un qui me touche, je sais même plus trop vous dire pourquoi. Ce qui vous inspire aussi, c'est Candide de Voltaire, un grand classique de la littérature. Pourquoi vous avez souhaité nous en parler ce matin? Bah, autant pour David Bowie, je sais pas tout vous dire pourquoi ça me touche, autant là, il y a quelque chose qui est plus direct parce que c'est plus concret, réel, et c'est le social, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et puis un gamin, ouais, ça m'a remué. Donc voilà. Je suis pas un grand lecteur en fait. Je suis pas. Mais vous aimez les mots quand même, parce que j'aime les mots. le mot que vous trouvez formidable, c'est merci. Ouais. Parce que vous aimez dire merci à celles et ceux que vous côtoyez, merci à la vie, bien merci sûr, de bien d'autres manières. Bien sûr, mais merci d'abord parce que là, je suis là en train de vous répondre, mais finalement, moi, je veux répondre au nom d'une équipe qui s'appelle Compagnie Elixir. Il y a Emmanuel Cronier, Nicolas Cronier, il y a Alex qui est juste derrière, vous avez vu, il y a Jean Rogue, Cathy, il y a tous ces gens, Émilie et Lucille, je vous embrasse tous. Vous leur rendez hommage et vous avez une gratitude à leur égard. Ouais, et puis gratitude, et puis merci pour l'avenir encore, parce que c'est pas fini l'histoire. Bien sûr que ça n'est pas fini, c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'il y a quelques actualités qu'on évoquera dans quelques instants. Avant, on va revenir sur un événement historique auquel vous auriez aimé participer. C'est la marche sur la Lune en 1969. Beaucoup d'invités d'ailleurs dans cette émission nous en parlent. On ne sait pas pourquoi, il faudrait qu'on fasse des statistiques, mais c'est un sujet qui revient souvent. Alors pour moi, c'est assez simple, c'est l'année de ma naissance. Donc c'est un... Vous auriez pu nous parler de l'année érotique aussi, mais... C'est pas faux. Mais non, je vous avoue que moi, petit, on me demandait qu'est-ce que vous voulez faire. J'aurais voulu marcher sur la Lune, Neil Armstrong, être astronaute, spationaute, ça me parlait. Bon, il se trouve que c'était une Amérique qui, à cette époque-là, nous parlait encore. Et puis là, évidemment, c'est un petit peu curieux en ce moment. Donc du coup, c'est un petit peu ce choc qui est amusant pour moi en ce moment. Voilà. Et puisqu'on se remémore certains événements, la transmission et la mémoire sont des sujets qui vous sont chers. Ouais, parce que je crois qu'il faut pas la perdre, la mémoire. Savoir où aller, j'invente rien, c'est que des choses que la bonne école de la République m'a appris, mais il faut savoir d'où on vient. Et voilà, donc l'histoire, on parlait de Voltaire, on parlait de Candide, on parlait de tout ça, on parlait d'une certaine idée du monde, et puis de l'alchimie qu'on crée entre nous. Quel est le bon cocktail élixir qu'il faut partager pour que cette planète arrête de s'enflammer et respire en fait un bon oxygène? J'attends. Je suis dans plein d'espoir. Puis mon métier aussi, il sert à ça. Il est aussi très politique, ce métier. Donc divertir et dire aux gens, allez, on se bouge. Et puis voilà. Et bien respirer en haut du Puy de Dôme, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec Nicolas Tournebis, qui est le directeur du Panoramique des Dômes et qui va nous rejoindre tout de suite. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Nicolas, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez vu, j'ai dû l'interrompre à plusieurs reprises, notre cher Sylvain, parce que sinon on aurait déjà évoqué votre belle collaboration. Je connais très bien. Avec ce train donc, électrique à crémaillère qui s'appelle le Panoramique des Dômes, qui permet donc de faire l'ascension du Puy de Dôme en 15 minutes pour nous emmener, donc, je le disais tout à l'heure, à 1465 mètres d'altitude. Un train qui a été mis en service en 2012 pour mettre fin aux quelques 50 000 véhicules quand même qui gravissaient le volcan chaque année. Vous avez tout juste, exactement. C'est vraiment ça. Ça a été un projet initié par le conseil départemental qui a mis en place justement pour un problème sécuritaire, 50 000 véhicules, et écologique, bien entendu. Donc voilà, quand il y a la sécurité et l'écologie, pour avoir un site, pour aller au sommet d'un site comme le Puy de Dôme, absolument remarquable, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ce projet du Panoramique des Dômes. Mais ce n'était pas la première fois qu'un train amenait donc les visiteurs au sommet du Puy. Exactement. Il y a un siècle, jusqu'en 1923, il y a une compagnie privée on partait de Clermont-Ferrand, on voit l'image, c'est absolument incroyable, on partait de Clermont-Ferrand, il y avait 1h45 de trajet et on est arrivé au sommet du Puy de Dôme. Donc c'était un peu un périple pour y aller, mais en tout cas, oui, effectivement, on a déjà eu une compagnie précurseur avant nous qui a fait faillite en 1923, donc bien sûr, on ne va pas souhaiter la même chose. Et donc pendant 90 ans, il n'y a plus de train pour aller au sommet du Puy de Dôme.
à partir de 2012, je le disais tout à l'heure, de nouveau cette possibilité qui permet donc, comme vous le disiez, de concilier tourisme et préservation de l'environnement. Combien de passagers il peut transporter en même temps, ce panoramique des dômes des temps modernes? Exactement. Bah, écoutez, on a des montées toutes les 20 minutes, par exemple l'été. On a 4 trains, donc on les met 2 par 2. Et Oui. on peut monter 400 personnes toutes les 20 minutes. Et donc c'est comme ça qu'on a des journées qui sont plutôt importantes au sommet, parce qu'on peut monter avec le panoramique des dômes, on peut monter par les chemins. Et donc on a des journées l'été à 7-8 000 personnes, ou 400 000 entrées. C'est notre objectif tous les ans de faire 400 000 montées par an pour aller au sommet du Puy-de-Dôme. Et quels sont les profils des touristes que vous accueillez? Eh bien, alors depuis quelques années, notre profil a changé. Alors, on a bien sûr beaucoup de touristes et c'est des familles, mais on a aussi beaucoup de locaux qui viennent au Puy-de-Dôme. Vous savez, le Puy-de-Dôme, dans notre département, c'est un peu notre tour Eiffel. Et donc, c'est un espace qui est vraiment très protégé, très regardé. Et les locaux viennent beaucoup aussi au panoramique et au sommet du Puy-de-Dôme. Alors, pour voir le paysage bien sûr incroyable, et puis pour voir aussi toutes les animations qui sont faites au sommet à chaque vacances. Exactement, on va en parler dans quelques instants, mais avant, quelles sont les initiatives que vous avez pu mettre en place aussi pour promouvoir un tourisme durable? Parce que ça fait partie de cela, ce panoramique des dômes, mais il faut faire aussi d'autres actes, d'autres gestes. Exactement, on a été labellisé divertissement durable. Vous savez, on travaille en grand partenariat avec le conseil départemental sur tous nos projets. Et bien sûr, avoir un tourisme durable, pour nous, c'est primordial. Alors, le panoramique est déjà un exemple, qu'il soit électrique, que le train à la descente recharge en électricité à hauteur de 40% à peu près. Celui qui monte, pour nous, c'est très important. Et puis après, c'est des opérations sur le tri des déchets, c'est des opérations sur tous nos moyens de locomotion qui sont mis en place sur site pour justement avoir un tourisme le plus durable possible. Et au pied du puits, il y a la maison du site qui accueille les visiteurs pour une exposition permanente sur le Puy-de-Dôme, la chaîne des puits et la faille de Limagne, essentielle aussi pour comprendre la géologie de ce territoire. Exactement, c'est un territoire particulier, c'est un territoire spécifique. Et la maison de site, voilà, on attend le train, ça permet de comprendre ce que l'on va voir au sommet. Ou après, ou en redescendant, parfois les gens font à l'inverse, mais en tout cas, on peut comprendre tout ce que l'on va voir et c'est très très important de l'expliquer. Ce transport donc, est un outil qui vous permet d'imaginer, vous parliez des animations, des spectacles exceptionnels, à l'image donc, des Nocturnes du Puy, qui vous a permis de remporter l'année dernière le premier prix de la nuit événementielle à Lyon et à Paris. Pourquoi cet événement, à votre avis, a retenu l'attention du jury ? Vous savez, moi, c'est un projet pour moi qui est extrêmement important. C'est Nocturne, c'est quelque chose qu'on a initié. Alors, comment vous l'avez conçu tous les deux? C'est une rencontre entre deux entreprises, entre le Panoramique et Elixir, bien sûr le département qui nous encourage aussi à mettre ce genre d'animation, qui est partenaire. Mais la rencontre, on s'est rencontrés à la fin de la première pandémie, à la fin du premier Covid. On a réouvert et on s'est vu 2 mois avant, on a dit on va créer une bouffée d'oxygène, on va offrir aux gens quelque chose d'incroyable au sommet du Puy-de-Dôme. C'est comme ça que c'est parti. Avec mon équipe, avec tous les employés du Panoramique que je salue, qui font ça un travail admirable, ouais. Vraiment, on est peu nombreux et il y a un investissement qui est très fort. Avec mon équipe, voilà, et on a voulu créer cette cohésion entre nous pour offrir un spectacle incroyable, on l'espère, en tout cas à tous les spectateurs. Sylvain, quel est le contenu de ce spectacle? Comment vous aviez eu envie d'emmener les visiteurs dans cet univers que l'on voit là en vidéo? Le contenu, ça part déjà de l'équipe de Nicolas, de lui, mais aussi de son équipe, parce qu'en fait, moi j'ai découvert une équipe, Nicolas, mais aussi toute une équipe, et puis des gens qui donnent du sens à leur métier. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est un truc de fou, parce que au départ, Nicolas, c'est finalement leur métier, c'est d'être un transporteur finalement, de transporter des gens au sommet d'un volcan. Bon, mais en fait non. Ils ne sont pas arrêtés là. Il a transformé ce qui était là, je dirais, une opération technique en une opération. Il devient opérateur culturel finalement. C'est-à-dire que. Mais c'est une véritable expérience. C'est ça. Que vous proposez à celles et ceux qui vont aller à bord de ce train et découvrir notamment ce spectacle. C'est l'idée de les amener, certes, de les faire voyager, donc déplacer peut-être, mais que là-haut. On va vous raconter des choses, on va vous montrer des choses et vous allez voir, vous allez passer un moment de dingue. Quels sont les autres temps forts que vous proposez au-delà des Nocturnes du Puy-de-Dôme? Notre volonté, c'est à chaque vacances, on veut des animations, donc justement ce qu'on disait pour faire vivre des expériences à tous nos clients et à tous les touristes.
Et donc, et bien sûr, pour la période de la Toussaint, pendant les vacances de la Toussaint, on revisite. Alors, à chaque fois, les nocturnes, on raconte l'histoire du Puy de Dôme. Et là, on revisite une légende d'un cratère voilà, où il y avait des sorciers qui se réunissaient. Donc, on revisite une légende. L'hiver, pour les hivernales, il y a une patinoire en glace véritable. On a la chance qu'il fasse très froid au sommet de la nuit. Donc, on a une glace écologique. Naturelle, quasiment naturelle tout le temps. Et donc, voilà, qui est vraiment très, très agréable pour tous nos touristes et nos clients. Et puis après, on a aussi la chasseuse de la Pâque qu'on fait pendant les 15 jours de vacances. Donc il y a toujours cette expérience au sommet. On redécouvre, parce qu'on veut aussi faire découvrir le paysage tout au long de l'année. Oui, avec toutes les saisons, parce que les facettes sont toutes aussi différentes, évidemment, à chaque moment de l'année. Qu'est-ce qui vous a conduit à la direction du panoramique des Dômes? Pourquoi vous avez souhaité prendre ce poste? Vous savez, ma femme, pour tout vous dire, j'étais sur Nancy, ma femme a dit j'aimerais rentrer chez nous. On était tous les deux du Puy de Dôme, donc de Clermont-Ferrand. Et puis, parfois, c'est comme ça, tous les signes astrologiques sont réunis, une candidature, le panoramique des Dômes. Et puis la chance de revenir au Puy de Dôme pour un Puy de Dômois, c'est absolument extraordinaire. Au grand air et en hauteur. Au grand air, en hauteur, avec une équipe magnifique. Donc forcément, Surtout après la Covid. Surtout, à ce moment-là. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de cette émission. On ira sur le site internet panoramiquedesdômes.fr et également compagnieelixir.com. C'est ça, si mes souvenirs sont bons. Voilà. N'hésitez pas à consulter ces deux sites. Merci. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve demain à 9h. Soyez au rendez-vous. Excellente journée sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. À demain. And now I beg to see it. There's just one more